Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de trading sur cette chaîne? Tout simplement parce que 90% des traders perdent de l'argent. Avec ce mode de détention, vous pouvez bénéficier d'avantages préférentiels comme des actions gratuites par exemple. Et que vous allez être obligé d'acheter plusieurs lignes, voire même plusieurs dizaines de lignes peut-être, pour avoir un portefeuille qui sera suffisamment diversifié parce que c'est quand même la clé d'un investissement sur le long terme. En sachant que si vous le faites, il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions d'autres personnes qui le font également. Donc c'est très compétitif, c'est très compliqué, c'est très chronophage. Sauf qu'en fait, 2% de frais sur 20 ans, ça veut dire que vous laissez 40% de la performance que vous auriez dû faire à la société de gestion. Donc en une seule ligne, vous avez 1400 entreprises dans tous les secteurs d'activité qui existent différents et dans la plupart des pays du monde. Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des différents supports pour investir en bourse. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à rappeler que pour les personnes qui n'ont pas encore investi dans le marché des crypto-monnaies mais qui seraient intéressées par ce marché mais qui n'y vont pas par peur de s'y perdre ou ne pas s'y retrouver, vous pouvez retrouver mon guide qui sera donc dans le premier lien en description où vous serez accompagné écran par écran pour apprendre à acheter vos premières crypto-monnaies sur les plateformes centralisées et même de manière décentralisée. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle principalement donc d'investissement long terme et on ne parle pas de trading. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de trading sur cette chaîne? Tout simplement parce que 90% des traders perdent de l'argent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de l'AMF qui date de 2014. Donc effectivement, elle commence à dater un petit peu, mais vous pourrez en retrouver le lien en description si jamais ça vous intéresse de la consulter. Mais je vais vous retrouver tout de suite sur un site qui propose des produits de trading où donc eux-mêmes sont obligés de mettre des messages à l'intention de leurs utilisateurs en disant que la plupart des gens qui font du trading perdent de l'argent. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ça, hein. Voilà, donc comme vous le voyez sur la partie ici surlignée en bleu, il est indiqué que 74% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG, c'est le site en question, bon, peu importe. Mais vous pourrez aller voir sur n'importe quel site qui propose ce genre de produit, vous aurez toujours à peu près les mêmes pourcentages. Et aujourd'hui, ils nous disent 74%, mais moi, je pense que je reste plutôt d'accord avec l'AMF et je pense que le chiffre est plutôt à près des 90%, voire peut-être même au-delà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est complètement impossible de gagner de l'argent en faisant du trading? Bien sûr que non. Par contre, ça va vous demander énormément de temps, énormément d'efforts, énormément d'investissement, de connaissances, énormément de travail, énormément de perte d'argent, énormément d'erreurs et énormément de chance aussi, hein. Faut pas se le cacher, hein, les gens qui gagnent de l'argent en trading, il y a aussi une partie de chance, hein, c'est pas que de la compétence. Et donc voilà, j'estime que c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop risqué, surtout pour des débutants. Et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire en y passant beaucoup moins de temps parce que on a tous un métier, on a tous une vie de famille, on a tous des choses à faire autres que de passer la journée, je pense, à regarder des graphiques pour savoir s'il faut acheter ou vendre tel ou tel truc. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment parler investissement long terme et donc je vous retrouve à nouveau sur le graphique tout de suite. Voilà, donc comme je vous ai dit, on ne va pas parler de trading et donc on ne parlera pas de turbo, de varan et tout autre produit avec effet de levier qui sont là pour vous faire perdre de l'argent, hein, principalement, parce que quand vous faites liquider, ça fait très très mal. On ne parlera pas non plus d'options négociables, voilà, tous ces produits dérivés qui servent vraiment à faire du trading très court terme, mais on va vraiment parler d'investissement long terme. Et donc du coup maintenant on va voir de quel support on va donc réellement parler dans cette vidéo. Alors, l'objectif, on va voir en fait, vous allez voir 3 supports qui permettent d'investir en bourse, aujourd'hui via cette vidéo. L'objectif, il va pas être de rentrer en profondeur sur chacun de ces supports puisque chacun de ces supports bénéficiera dans la future de sa propre vidéo où on verra tous les tenants et les aboutissants
de ces différents supports qui existent, en long, en large et en travers. Ce sera des très très grosses vidéos qui vont prendre du temps à faire, mais promis, elles sortiront, et je pense avant la fin de l'année sur la chaîne, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être juste simplement d'effleurer, d'aborder un petit peu ces modes de détention, de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes. Et comme d'habitude, vous le savez, il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a aucune solution qui est mieux qu'une autre pour tout le monde et qui est universelle. Donc ce sera à vous de voir en fait en fonction des avantages et des inconvénients de chacun de ces supports, lesquels vous parlent le mieux, lesquels correspondent mieux à votre profil de risque et à votre stratégie d'investissement, et lesquels du coup vous correspondent le mieux à vous. Donc le premier mode de détention dont on va parler, ce sont donc les titres vifs, donc tout ce qui va être actions en direct, obligations en direct. Ensuite, on va parler également donc des OPCVM actifs. Alors, OPCVM, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc, en fait, ce sont des fonds de placement, des fonds actifs. Typiquement, quand vous allez voir votre banquier dans votre banque physique et qu'il va vous proposer une assurance vie, où dedans, il va vous expliquer du coup qu'il y a du fonds euro et des unités de compte. Il va vous proposer un certain nombre d'unités de compte. Ces unités de compte, en fait, sont des fonds actifs. Ce sont des OPCVM qui sont donc gérés par un gestionnaire de fonds qui va donc gérer son fonds en fonction des performances et en fonction des objectifs que son fonds porte. Voilà, donc on va parler de ça également. Et le dernier fonds dont on va parler, donc, ce sont les ETF, qui sont plutôt orientés donc investissement passif. Alors, les avantages d'investir en bourse à travers des titres vifs. Donc déjà, le premier avantage, c'est que vous avez énormément de choix. En effet, aujourd'hui, toutes les entreprises cotées, vous pouvez acheter des actions en direct, que ce soit donc des large caps, des grosses entreprises. En France, par exemple, on a quoi? Sanofi, Total, Énergie, BNP Paribas, Renault, Stellantis, voilà, Dassault Systèmes, voilà, toutes ces grosses sociétés qui font entre guillemets partie du CAC 40. Vous avez également des entreprises qui sont un peu plus petites, qu'on va appeler donc des mid-cap, des entreprises un peu de taille moyenne, et vous avez également donc des low-cap, donc des très petites entreprises qui ont déjà fait le choix de se coter en bourse et sur lequel vous pouvez également acheter des actions en direct. Et vous pouvez le faire aussi d'ailleurs pour des obligations, parce qu'on parle souvent, quand on parle de bourse, on parle souvent d'actions, mais vous avez aussi donc des obligations, qui sont donc des titres de créance. Et donc, quand une entreprise va décider de se financer par un emprunt obligataire, elle va donc émettre un certain nombre d'obligations qu'elle va essayer de vendre. Et donc, si vous voulez acheter des titres vifs, vous avez aussi la possibilité donc d'acheter des obligations, ce qui va faire en sorte qu'en fait que vous allez prêter votre argent à l'entreprise émettrice de l'obligation, qui vous remboursera normalement à une date convenue avec un taux d'intérêt convenu aussi également dès le départ. Un des avantages des titres vifs également, c'est que vous avez la possibilité de surperformer le marché. En effet, si par exemple on reparle du CAC 40 et qu'on se dit que c'est un marché qui fait entre 6 et 7% par an, par exemple depuis 20 ans, mais que vous avez acheté des titres vifs et que les entreprises dans lesquelles vous avez investi en France ont une performance de 10% par an depuis 20 ans, par exemple, vous avez surperformé le marché via votre sélection de titres. Donc c'est un des avantages que vous avez en passant par les titres vifs. Dans certains cas également, en achetant des titres vifs, principalement des actions, vous pouvez avoir des avantages préférentiels pour les détenteurs en fonction du mode de détention que vous avez. Quand vous avez des actions, vous avez plusieurs modes de détention, donc au nominatif pur, au nominatif administré. Et en fonction des modes de détention, il y a certaines entreprises qui vont vous donner des cadeaux, en fait, des actions gratuites bien souvent. Donc voilà, on va pas épiloguer plus que ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que avec ce mode de détention, vous pouvez bénéficier d'avantages préférentiels comme des actions gratuites par exemple. Les inconvénients des titres vifs, c'est que quand vous achetez une seule action, vous n'avez aucune diversification. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un portefeuille qui est diversifié, il va falloir vous-même acheter plusieurs lignes d'actions. Certaines en France, d'autres dans d'autres pays d'Europe, certaines peut-être aux États-Unis, au Japon, dans les marchés émergents, que sais-je, certaines large cap, certaines mid cap, certaines small cap.
Voilà, vous n'allez pas pouvoir juste acheter une ligne et dire voilà, je suis diversifié, parce que quand vous allez acheter une seule action d'une seule entreprise, bah, généralement, cette entreprise, elle travaille dans un secteur, elle a son siège dans un pays, et donc vous êtes très très peu diversifié en termes de secteur, en termes géographiques, en termes d'activité également. Donc voilà, c'est un des gros inconvénients des titres vifs, c'est que vous allez être obligé d'acheter plusieurs lignes, voire même plusieurs dizaines de lignes peut-être, pour avoir un portefeuille qui sera suffisamment diversifié, parce que c'est quand même la clé d'un investissement sur le long terme, la diversification. Également, la sélection de titres vifs, c'est très très chronophage et très très compliqué. En effet, il ne suffit pas d'acheter la dernière action à la mode dont tout le monde parle, comme Nvidia par exemple, et de vous dire bah écoutez, on verra dans 20 ans où est-ce qu'on en sera. Pourquoi? Parce qu'en 20 ans, bah, sur une entreprise, il peut se passer énormément de choses. Peut-être que le secteur d'activité peut mourir ou être remplacé par un autre plus performant. Peut-être que l'entreprise peut se faire largement dépasser par ses concurrents à un moment donné. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans la direction de l'entreprise qui vont faire qu'elle sera beaucoup moins performante, ou qu'il y aura des mauvaises décisions qui seront prises. Peut-être qu'à un moment donné, l'entreprise va traverser une période compliquée parce qu'elle n'aura plus de trésorerie. Enfin, il peut se passer énormément de choses dans la vie d'une entreprise. Et donc, que ce soit déjà donc à la sélection pour choisir vos entreprises, l'idée, ça va être de choisir des entreprises qui sont quand même robustes, qui sont quand même costauds, qui ont quand même de l'avenir. Donc, il va falloir trouver les bons secteurs. Une fois que vous aurez trouvé les bons secteurs qui vous parlent, il va falloir trouver quelles sont les entreprises qui composent ce secteur, quelles sont selon vous les entreprises qui sont les mieux placées, quelles sont les entreprises qui ont un avantage compétitif par rapport aux autres dans ce marché, quelles sont les entreprises qui ne sont pas trop endettées, qui ont des bonnes marges. Donc, il va falloir lire des bilans, des comptes d'exploitation, des comptes de résultats. Il va falloir comprendre tout ça. Il va falloir les comparer entre elles. Il va falloir faire en sorte d'être investi dans plusieurs secteurs et de comparer à chaque fois toutes les entreprises de ce secteur pour essayer de trouver, entre guillemets, la perle rare, en sachant que si vous le faites, il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions d'autres personnes qui le font également. Donc c'est très compétitif, c'est très compliqué, c'est très chronophage. Et ça s'arrête pas simplement à la sélection, c'est-à-dire que les années qui vont passer, vous allez toujours devoir suivre les entreprises. Donc regardez les résultats trimestriels, regardez si les marges sont toujours bonnes, si la trésorerie de l'entreprise est toujours bonne, si l'entreprise n'est pas devenue trop endettée, s'il n'y a pas eu un changement au sein de la direction, comme je le disais tout à l'heure. Il va falloir essayer de sonder aussi l'équipe dirigeante, comment ils essayent de diriger leur entreprise, là où ils veulent aller, voir si c'est quelque chose qui vous parle. Bref, c'est vraiment un cauchemar, c'est très long, c'est très compliqué, ça demande énormément d'efforts. Vous allez devoir éplucher les comptes de résultats, vous allez devoir regarder les résultats trimestriels à chaque 3 mois pour voir si l'entreprise est toujours dans le bon mood, si ça correspond toujours à vos besoins, à vos attentes. Il va falloir aussi parfois prendre des décisions, c'est-à-dire peut-être que bah voilà, une entreprise que vous allez avoir en portefeuille va avoir des résultats de moins en moins bons. Donc à un moment donné, il va falloir décider de la vendre. Mais à quel moment est-ce que vous allez décider de la vendre plutôt que de la garder? Est-ce que vous allez couper? Est-ce que vous allez être en perte? Est-ce que vous allez être en gain? Bref, pour moi, honnêtement, c'est beaucoup trop de gestion, c'est beaucoup trop compliqué d'acheter comme ça des titres vifs, et c'est un des plus gros inconvénients que je vois en termes de titres vifs, c'est que ça demande énormément de compétences, énormément de travail et énormément de temps et d'investissement que vous allez devoir appliquer année après année. Vous pouvez pas juste vous arrêter en disant voilà, c'est bon, j'ai sélectionné mes boîtes, on verra dans 20 ans. Non, chaque trimestre, vous allez devoir regarder les résultats trimestriels année après année, regarder si les entreprises sont toujours compétitives. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le gros point noir des titres vifs. Et la réalité, c'est que même avec tout ça, vous avez très peu de chances de surperformer le marché, parce qu'il faut savoir que sur 20 ans, c'est l'étude Spiva de Standard & Poor's qui nous dit ça, la plupart des gestionnaires professionnels n'arrivent pas à battre le marché sur 20 ans. Je crois qu'on est à plus de 95% des gestionnaires professionnels qui n'arrivent pas à battre le marché. Donc vous imaginez bien que même les professionnels de la finance, dont c'est le métier, qui ont des outils de suivi extraordinairement plus sophistiqués que n'importe quel investisseur particulier, n'y arrive pas, bah, c'est que c'est vraiment très compliqué et il y a vraiment très très peu de chances que vous y arriviez. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas du tout impossible, mais vous voyez, on parle toujours en termes de probabilité, et la probabilité que vous arriviez aujourd'hui à surperformer le marché, elle est infinitésimale. Et donc voilà, pour cette raison, ce n'est pas un mode de gestion
et un mode de détention que je recommande principalement pour les débutants pour investir en bourse, même si ça peut se cumuler avec d'autres modes de détention et pourquoi pas, sur certaines lignes, être pertinent. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, donc on a dit ce qu'on avait à dire en ce qui concerne le mode de détention via de titres vifs. Et on va passer maintenant au prochain mode de détention, donc les OPCVM, les fameux fonds actifs. Je les ai appelés fonds actifs sur cette diapo. Alors, pour refaire un petit peu l'histoire, vous expliquer comment fonctionne un fonds actif, en fait, vous allez avoir un gestionnaire de fonds qui va avoir un mandat. Donc, vous voyez, par exemple, en ce moment, et depuis des années, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, les gestionnaires d'actifs nous mettent toujours en avant le fait qu'ils soient socialement responsables. Donc, il faut investir de manière dans les entreprises qui sont les plus vertueuses en termes d'écologie, en termes de gouvernance, en termes d'impact social également sur les populations, ce qui est très bien. Et donc, vous allez avoir des fonds qui vont être, par exemple, dans la transition énergétique, dans la transition environnementale, dans la gestion de l'eau, dans les choses comme ça. Et donc, ce sont ça les OPCVM, les fameux fonds actifs. Donc, par exemple, on va prendre un fonds qui va investir dans la gestion de l'eau, par exemple. Donc, le gestionnaire de fonds va avoir pour objectif de battre un indice qui sera défini en amont de création du fonds. Et pour ce faire, il va donc investir dans des entreprises qui vont travailler à travers le monde dans la gestion de l'eau. Voilà, donc ça, ce sont des fonds actifs. Et l'objectif du gérant, ça va être de battre son indice de référence. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, la réalité, c'est qu'il y a très peu de gérants qui y parviennent, comme nous le prouve l'étude Spiva. Mais en tout cas, voilà, pour vous expliquer un peu comment fonctionne un fonds actif. Et dans un fonds actif, bien évidemment, vous pouvez avoir des actions, des obligations, vous pouvez même avoir de l'immobilier, vous pouvez avoir des fonds qui sont mixtes, c'est-à-dire vous avez des fonds qui seront 100% obligations, 100% actions, puis vous aurez des fonds où les deux seront mélangés. Et à chaque fois, l'objectif du gérant du fonds sera de battre l'indice de référence qui sera décidé donc avant la création du fonds. Et pour ça, donc le gérant, il aura donc une approche active, c'est-à-dire que il va acheter certains titres, il va en vendre d'autres, et au fur et à mesure de la durée de vie du fonds, il fera des arbitrages comme ça en se disant voilà, finalement telle société aujourd'hui, elle me paraît plus intéressante, donc je vais vendre les titres que j'avais achetés sur cette société pour en acheter d'autres qui me paraissent plus intéressantes. Donc il y a vraiment de la gestion active là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va travailler sur le fonds et qui va passer des opérations, qui vont étudier les marchés, et il y aura des mouvements qui seront faits régulièrement sur le fonds pour toujours essayer donc de battre l'indice de référence en question. Donc, les avantages de ces fonds actifs, c'est déjà vous avez une bonne diversification par ligne. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez une action, vous n'êtes pas diversifié parce que vous avez une action. Vous avez une action totale. Voilà, vous avez une action d'une boîte française qui travaille dans le pétrole, donc dans le secteur énergétique, et basta. Vous n'êtes pas exposé à d'autres secteurs, vous n'êtes pas exposé à d'autres secteurs géographiques, aux États-Unis, au reste de l'Union européenne, au Japon, au marché émergent, ce que vous voulez. Vous êtes vraiment juste exposé donc sur une entreprise qui travaille dans l'énergie en France. Voilà, tout simplement. Alors que là, si vous achetez un fonds, je reviens tout à l'heure à mon exemple de fonds dans la gestion de l'eau, en une seule ligne, vous allez avoir peut-être 10, 20, 30, 40, 50 entreprises. Alors potentiellement toutes dans le même secteur, la gestion de l'eau, donc vous n'êtes pas forcément mieux diversifié en termes de secteur, mais déjà vous avez plusieurs dizaines d'entreprises différentes. Donc s'il y en a une qui fait faillite, il y aura beaucoup moins d'impact que si vous avez une seule action d'une entreprise qui fait faillite, et là vous perdez l'intégralité de votre capital. Et en plus de ça, il est quand même probable que ces entreprises, elles ne soient pas toutes basées dans le même pays. Donc ça vous fait déjà au moins de la diversification géographique. Donc ça, c'est vraiment un avantage des fonds actifs par rapport en tout cas aux titres vifs. Vous avez également énormément de choix, puisqu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de sociétés de gestion, déjà toutes les banques, plus ensuite les banques en ligne, plus les assureurs. Donc vraiment des sociétés de gestion qui proposent des fonds actifs, il y en a des dizaines et des dizaines. Et chaque société de gestion va proposer elle-même des dizaines et des dizaines de fonds qui vont être investis dans différents secteurs, dans différents
zones géographiques, qui vont aussi détenir différents types de supports, c'est-à-dire des actions, des obligations, de l'immobilier, des métaux précieux. Voilà, vous allez avoir vraiment toutes ces classes d'actifs qui vont être représentées, des fonds mixtes également, où il y aura peut-être un petit peu de tout. Donc vous allez avoir vraiment énormément de choix parmi ces fonds actifs. L'avantage aussi que vous avez, c'est qu'entre guillemets, vous n'avez aucune gestion ni aucun suivi à faire. Tout à l'heure, pour les titres vifs, je vous ai dit que c'était quand même le gros point noir des titres vifs, c'est que vous êtes obligé de suivre continuellement, année après année, les résultats des entreprises pour voir si c'est toujours pertinent de détenir telle ou telle société en portefeuille. Là, en fait, vous n'avez rien à faire puisque tout est fait par le gestionnaire de fonds. Malgré tout, vous avez quand même un petit suivi à faire parce que peut-être que au moment où vous allez choisir votre fonds actif, vous allez rentrer dans un fonds actif qui va être ultra performant et qui va surperformer le marché peut-être depuis plusieurs années, ça peut arriver. Mais peut-être que au bout d'un certain temps, ce fonds il va être de moins en moins performant et il va commencer à avoir des performances qui seront moins bonnes par rapport à son indice de référence. Et donc, il y a quand même un suivi qui est nécessaire parce que peut-être que si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, où le fonds il commence vraiment à sous-performer année après année son indice de référence, bah peut-être qu'à un moment donné, il serait pertinent de se dire oula, je vais sortir de là, je vais aller trouver un autre fonds actif ou un ETF ou n'importe quoi d'autre. Mais en tout cas, je vais sortir de ce fonds parce qu'il me paraît plus intéressant. Donc, beaucoup moins de suivi que sur des titres vifs, mais un suivi à faire quand même. Donc, les inconvénients des fonds actifs, souvent, ce sont des fonds qui sont très chargés en frais. Pourquoi ? Alors, déjà parce que s'il y a une société de gestion et un gestionnaire de fonds qui gère, il faut bien le payer. Généralement, ce gestionnaire de fonds, il est quand même rarement seul, donc il va avoir des équipes avec lui qu'il va falloir également rémunérer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que c'est un fonds qui va être géré activement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des achats de titres qui vont être faits, il va y avoir des ventes de titres assez régulièrement sur le fonds en fonction des convictions du gérant. Et tout ça, faut pas oublier qu'à chaque passage d'ordre, c'est pour tout le monde la même chose, il y a des frais qui sont à payer. Et donc, tous ces frais, il faut aussi les payer et c'est vous qui les payez. C'est pas la société de gestion elle va vous les facturer en fait sous forme de frais de gestion. Du fonds auquel vous êtes adhérent. Et donc, souvent, vous allez avoir entre 1,5 et 2% de frais sur ces fonds actifs. Donc, ça paraît pas beaucoup. Quand on parle en pourcentage comme ça, on peut se dire, 2% de frais, ça va quoi. Sauf qu'en fait, 2% de frais sur 20 ans, ça veut dire que vous laissez 40% de la performance que vous auriez dû faire à la société de gestion. Donc, en fait, c'est énorme. Parce que eux ne prennent pas de risque, c'est votre argent qu'ils investissent, c'est pas le leur, mais ils vont prendre du coup 40% de la performance sur 20 ans avec votre argent, avec les risques que vous prenez avec votre argent. Donc c'est quand même pas super génial, et donc c'est un des gros inconvénients des fonds actifs, c'est qu'il y a énormément de frais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude Spiva nous le prouve, la plupart des gérants de fonds ne parviennent pas à battre le marché sur le long terme, donc ce sera le cas pour la plupart des fonds actifs. Ça veut pas dire que certains fonds actifs ne battent pas le marché. Il y a des fonds actifs qu'on connaît qui existent depuis 20 ou 30 ans qui surperforment le marché, mais de manière énorme depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois. On a un gestionnaire de fonds, notamment en France, qui s'appelle William Egons, qu'on appelle le Warren Buffett français, qui surperforme ses indices de référence de 6 ou 7% par an depuis 30 ans, je crois, ce qui est relativement énorme. Aux États-Unis, vous avez également le fonds Mégalion qui surperforme les indices, mais alors de manière incroyable depuis des décennies. Donc ça existe, mais la réalité c'est que c'est très rare. Donc à moins d'aller investir tout de suite dans ces meilleurs fonds avec les meilleurs gestionnaires d'actifs qui existent, ce sera très compliqué pour des fonds actifs généralement de battre le marché sur du très long terme. Et voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, il peut être difficile de trouver les bons gérants. Je reviens donc sur le fonds aux États-Unis, le fonds Mégalion, dont je parlais tout à l'heure, qui surperforme les marchés de manière énorme depuis des décennies. La réalité, c'est que c'est quasiment impossible aujourd'hui de rentrer dans ce fonds-là. Pourquoi ? Parce que les clients qui y sont, ils y restent, et qu'il y a beaucoup d'institutionnels également qui veulent rentrer dans ce fonds quand ils voient la performance qui est faite depuis des décennies sur ce fonds, et c'est très très compliqué de rentrer, et bien sûr pour un particulier c'est même impossible. Donc en fait vous allez vous cantonner au fonds que va vous proposer votre banquier, votre conseiller en gestion de patrimoine, et généralement, en tout cas la plupart du temps,
Ce ne sera pas forcément les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, même si parfois ça peut être le cas. Et donc, il y a de fortes chances que vous sous-performiez le marché en réalité. Et en plus, vous allez payer des frais. Ce qui veut dire que vous allez payer des frais énormes pour faire une performance moindre. Voilà, donc on va désormais passer à la dernière famille d'actifs dont on va parler dans cette vidéo. Et donc, ce sont les ETF. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les ETF, même si on en parle énormément de partout en ce moment, ce sont des fonds cotés en bourse. ETF, c'est ce que ça signifie, fonds cotés en bourse en anglais. Donc, à la différence des OPCVM dont on a parlé juste avant, la principale différence, c'est justement ça. Les OPCVM, eux, ne sont pas cotés en bourse. C'est-à-dire qu'ils ont des jours de cotation, des périodes de cotation, ça peut être tous les 2-3 jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois également. Et donc, ils sont beaucoup moins liquides, par exemple, que des ETF que vous pouvez échanger à tout moment tant que les marchés sont ouverts, comme une action, comme un titre vif classique. Donc ça, c'est un des avantages des ETF, c'est que c'est coté en bourse et vous pouvez les échanger quand vous voulez. Le rôle des ETF, bien souvent, ça va être de répliquer la performance d'un indice. Donc, par exemple, en France, on a l'indice 440 qui est notre indice phare. Et si vous achetez un ETF 440, le rôle de cet ETF, ça va être de suivre la performance du 440. Il peut le faire de manière physique ou de manière synthétique. On ne va pas développer plus que ça dans cette vidéo. Il y aura une vidéo à venir sur les ETF qui sera faite comme sur tous les autres modes de détention dont on a parlé jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ETF, il va suivre la performance d'un indice, généralement. Donc, quels sont les avantages de ces ETF ? Déjà, globalement, ils sont très peu chargés en frais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, sur les fonds actifs, je vous ai dit on était entre 1,5 et 2% de frais. Sur les ETF, on va être entre 0,07 et 0,030. Donc, quasiment 10 fois moins de frais que sur un fonds actif. Donc, vous voyez, la différence, elle est énorme. Contrairement à un OPCVM, comme je vous ai dit, le rôle d'un ETF, ça va être de répliquer la performance du marché. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens à mon ETF 440. Si l'ETF 440, il fait plus 7% sur l'année, votre ETF 440, normalement, devrait faire plus 7% également. Ou un peu moins, parce qu'il y a quand même les frais de l'ETF qui sont à prendre en compte, mais comme je vous ai dit, sont tellement minimes que, généralement, vous allez pouvoir faire une performance très proche de ce que fait le marché, voire parfois même un peu mieux, puisqu'il y a certaines sociétés de gestion ou certains ETF qui arrivent à surperformer, alors c'est très léger, très légèrement leur indice de référence, je parle de quelques centièmes de pourcent la plupart du temps, donc voilà, c'est négligeable, mais normalement, vous devez avoir en tout cas la performance que fera le marché. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gestionnaires de fonds actifs et la plupart des stock pickers, donc les gens qui achètent des titres vifs, des actions en direct, n'arrivent pas à battre cette performance. Donc là, au moins, vous êtes sûr d'avoir la performance du marché. Comme pour les OPCVM, vous avez de la diversification en une seule ligne. Je prends l'exemple de l'indice MSCI World. Vous achetez demain un ETF MSCI World. Vous avez plus de 1400 entreprises sur plusieurs continents différents. Vous avez 70% d'États-Unis et tout le reste, c'est l'Europe au sens large, donc Royaume-Uni et Suisse inclus. Vous avez également le Japon et l'Océanie. Et tout ça en une seule ligne. Donc en une seule ligne, vous avez 1400 entreprises dans tous les secteurs d'activité qui existent différents et dans la plupart des pays du monde en une seule ligne. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce qu'encore une fois, si vous devez le faire vous à la main avec des titres vifs, ça va vous prendre énormément de temps à choisir à chaque fois quelle action acheter, etc. Et surtout, à chaque fois que vous allez devoir passer des ordres sur les différentes lignes que vous avez, ça va vous coûter des frais. Alors que là, en une seule ligne, vous êtes diversifié quasiment mondialement. Et vous avez également beaucoup de choix sur les ETF. Aujourd'hui, il en existe des dizaines et des dizaines sur tout type de marché. Certains avec une réplication physique, certains avec une réplication synthétique, certains qui sont capitalisants, d'autres qui sont distribuants. Enfin voilà, il y a plein d'ETF différents. On aura encore une fois une vidéo à ce sujet qui va sortir prochainement sur la chaîne. Donc on ne va pas développer plus que ça aujourd'hui. Alors on a un autre avantage avec les ETF que je n'ai pas noté ici, mais qui est un avantage pourtant qui est primordial. C'est que là, du coup, une fois que vous avez acheté votre ETF ou que vous décidez d'acheter le même ETF tous les mois, vous n'avez plus aucun suivi de gestion à faire,
à moins que vous n'ayez plus du tout envie d'investir dans une zone géographique précise. Autrement, et ça c'est un des principaux avantages des ETF, les indices s'auto-nettoient. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, il y a une entreprise qui se casse la figure, par exemple, en France, il y a quelques années de ça, Atos était considéré comme un investissement bon père de famille, Orpea était considéré comme un investissement bon père de famille, c'est-à-dire le genre d'action qu'il fallait toujours avoir en fond de portefeuille, et on était à peu près tranquille, on était sûr que dans 20 ans, ce serait toujours là. Si aujourd'hui, on regarde les performances de ces entreprises et qu'on les avait eues en fond de portefeuille, en action, en titre vif direct, ça nous aurait fait sacrément mal. Et donc, l'avantage de ces ETF, c'est que une entreprise comme Atos, si elle est présente dans un indice que vous suivez, le jour où elle se casse la figure comme elle s'est cassée la figure, en fait, elle va tout simplement sortir de l'indice que vous tentez de répliquer. Et donc, vous allez être impacté par sa chute tant qu'elle va être dans l'indice. Mais une fois qu'elle en sera sortie, elle sera remplacée par une autre entreprise. Et vous n'aurez plus à vous en inquiéter. Ce ne sera plus votre problème. Vous aurez certes subi un impact au moment où elle aura baissé tant qu'elle ne sera pas sortie de l'indice. Mais ça aura été relativement temporaire. Elle va être rapidement exclue de l'indice et remplacée par une autre entreprise qui sera plus performante. Et à l'inverse, une entreprise comme Nvidia qui a explosé dans les 10 dernières années, peut-être qu'il y a 10 ans, Nvidia, elle ne faisait pas partie du Nasdaq 100, c'est même très probable d'ailleurs. Et en fait, le jour où elle a vraiment commencé à exploser, elle a très rapidement rejoint le Nasdaq 100. Et donc, tous les gens qui avaient l'ETF Nasdaq 100 ou l'ETF S&P 500 ont pu profiter en partie de la hausse de Nvidia, puisqu'une fois qu'elle est dans l'indice, elle est dans l'indice et donc vous profitez de la performance des entreprises présentes dans l'indice. Donc ça, c'est un très gros avantage des ETF, c'est leur capacité auto-nettoyante et le fait que vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous n'avez pas à revenir sur vos investissements tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Vous avez juste acheté tous les mois, c'est ce que je vous conseille en tout cas, la sélection d'ETF que vous avez fait et vous n'avez plus qu'à voir dans 20 ans où est-ce que vous en serez. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir là, est-ce que je devrais arrêter ça ou plutôt machin ça ou plutôt continuer ou plutôt passer là-dessus. La seule raison qui peut vous pousser à changer d'un ETF à un autre, c'est parce qu'il y a un autre ETF qui sort, qui est moins chargé en frais, qui réplique la même zone géographique, ou encore une fois, s'il y a une zone géographique qui ne vous parle plus du tout, et sur lequel vous ne souhaitez plus investir, à ce moment-là, vous avez juste à couper votre investissement dans cet ETF-là, mais autrement, vous n'avez pas à vous en occuper, tout se fait tout seul. Et ça, c'est extrêmement avantageux, c'est un gros avantage des ETF. Malgré tout, les ETF, ils sont quand même très en vogue en ce moment, mais malgré ça, ils n'ont pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients sur les ETF. Aujourd'hui, c'est un peu un produit qui est à la mode, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Généralement, c'est un peu négatif quand on dit que c'est à la mode. Là, au contraire, ça permet aux gens de se lancer dans l'investissement sans prendre trop de risques et sans se prendre trop la tête. Et surtout, ça leur permet de comprendre que c'est pas si compliqué que ça d'investir et de faire travailler son argent. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Malgré tout, il y a certains inconvénients, comme je l'ai dit, et donc le premier inconvénient dont on va parler, c'est que quand on achète des ETF, en réalité, tout le monde achète les mêmes entreprises. Et je vais prendre l'exemple des 7 magnifiques. Donc les 7 magnifiques, c'est Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet, donc la société mère de Google, je crois que j'en ai pas oublié, et Tesla. J'ai oublié Tesla peut-être. Voilà, donc aujourd'hui, c'est donc quasiment les 7 plus grosses entreprises américaines, ou les 7 plus grosses entreprises américaines même. Et en fait, aujourd'hui, si vous achetez du S&P 500, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du Nasdaq 100, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du MSCI USA, vous avez ces 7 entreprises. Si vous achetez du MSCI World, vous avez ces 7 entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde achète plus ou moins les mêmes entreprises. Et ça, sur le long terme, je pense que ça pourrait être amené à être problématique. Et ça peut être déjà problématique pour les entreprises parce que, par exemple, vous achetez un ETF S&P 500. Sur le S&P 500, donc il y a 504 entreprises, je crois. La réalité, c'est que si vous êtes là 510e, les capitaux ne viendront quasiment jamais chez vous parce qu'en fait, tous les gens qui achètent des ETF, l'argent va les parquer dans les entreprises qui sont dans les indices principaux. Et donc, il y a certaines entreprises qui vont avoir de plus en plus de mal à capter les liquidités qui viennent du marché.
parce que tout va aller se concentrer au même endroit. Et encore une fois, si c'est un phénomène qui s'accentue et qui dure dans le temps, ça pourrait être problématique au bout d'un moment. L'autre problématique des ETF, c'est également que vous achetez à n'importe quel prix. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait d'acheter des titres vifs, l'objectif du stock picker, donc de la personne qui va aller choisir ses actions à acheter elle-même, c'est de trouver des entreprises qui sont entre guillemets sous-cotées. C'est-à-dire des entreprises qui ne vont pas se payer encore trop cher par rapport aux bénéfices que l'entreprise génère, par rapport à la perspective de croissance que l'entreprise a, etc. C'est donc ce que faisait Warren Buffett, ce qu'il a fait depuis 50 ans maintenant, c'était d'aller trouver donc des entreprises qui présentaient des anomalies de marché, donc voilà, dont les résultats n'étaient pas encore pricés par le marché pour pouvoir les acheter moins cher et profiter de la croissance. L'inconvénient avec les ETF, c'est que quand on investit dans un ETF, on ne va pas regarder ça. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dans l'indice qu'on veut répliquer, on va l'acheter, point, quel que soit son prix. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, des entreprises comme Tesla, comme Nvidia, qui ont des PER supérieurs ou presque proches, en tout cas des 100, ça veut dire que pour 1 euro de bénéfice, les investisseurs payent 100 euros, donc ce qui est quand même relativement énorme. Et je trouve que les ETF accentuent un petit peu tout ça, puisqu'encore une fois, quand on achète un ETF, l'action est dans l'indice qu'on veut répliquer, donc on va acheter cette action, quel que soit son prix, et même si c'est beaucoup trop cher et que les investisseurs lambda ne devraient pas l'acheter en se disant ça c'est beaucoup trop cher, donc on n'achète pas. Avec un ETF, l'ETF lui se pose pas la question. L'entreprise est dans l'indice, encore une fois, on va l'acheter, et donc ça peut accentuer ce genre de phénomène. Et enfin, il y a un risque aussi que les valorisations des entreprises ne reflètent plus leurs résultats si les ETF prennent une place énorme sur le marché. En fait, si vous voulez, si demain, alors je pense pas que ça arrive, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les marchés. Si demain tout le monde investit via des ETF, en fait, les entreprises, elles ne vont plus du tout fluctuer de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un CAC 40 avec potentiellement, généralement, la première entreprise du CAC 40, la première valorisation française, c'est LVMH. La deuxième, c'est Total. La troisième, c'est Schneider Electric, par exemple. Mais ça peut être amené à évoluer en fonction des résultats de l'entreprise, en fonction des conjonctures de marché, en fonction de plein de choses. Et si demain, tout le monde investit en ETF, ça n'évoluera plus, en fait. Puisqu'en fait, quand je vais acheter, tout le monde va acheter un ETF CAC 40, et donc, la valeur la plus représentée dans le CAC 40, c'est LVMH, la deuxième, c'est Total, la troisième, c'est Schneider, et ce sera toujours comme ça, puisqu'en fait, on va acheter un ETF qui va répliquer la performance du CAC 40. Dans le CAC 40, la première entreprise, c'est ça, la deuxième entreprise, c'est celle-là, la troisième, c'est celle-là, et en fait, ça ne bougera plus, parce que quand on va rentrer dans l'ETF, on va rentrer principalement dans la première, puis principalement dans la deuxième, puis après dans la troisième, en fonction du poids de l'entreprise dans l'indice, qui sera toujours le même. Et quand on va sortir, c'est pareil, on va vendre principalement la première, puis un peu moins la deuxième, en fonction, encore une fois, de la pondération de l'entreprise dans l'indice. Je sais pas si c'est très clair ce que j'arrive à dire, j'arrive pas à l'expliquer clairement et simplement, mais en gros, les indices seront figés, et ce sera plus du tout corrélé aux résultats des entreprises, au contexte macroéconomique, parce qu'en fait, encore une fois, les ETF, ils achètent toujours la même chose, et si par exemple LVMH représente 10% de la valorisation globale du CAC 40, je dis ça au hasard, je pense que c'est absolument pas le cas, mais admettons qu'LVMH représente 10% de la valorisation du CAC 40, et à chaque fois que je vais acheter un ETF CAC 40, il y a 10% de la somme qui va aller sur LVMH. Et donc, LVMH représentera toujours 10% du CAC 40 et ça ne fluctuera jamais. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va investir, il y a 10% qui ira dans LVMH. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va désinvestir, il y a 10% qui sortiront d'LVMH et il n'y aura plus de fluctuation. Donc ça, c'est une projection dans l'avenir. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins 50, 60 ou 70% des gens qui investissent uniquement en ETF. Aujourd'hui, aux États-Unis, où l'investissement est beaucoup plus démocratisé qu'en Europe, je crois que la part des ETF, c'est 17% du marché. Donc, on en est encore loin. Mais c'est pas un scénario qui est totalement à exclure. Et je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Les ETF, ça n'a pas que des avantages. Et donc, il faut bien en être conscient. Voilà, écoutez, on arrive à la
fin de cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, on n'est pas rentré trop en détail sur chacun des sujets parce qu'ils auront chacun leur propre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudriez avoir en premier. Est-ce que vous voudriez avoir une vidéo sur les titres vifs, donc les actions, les obligations, ou plutôt une vidéo sur les OPCVM, ou alors plutôt une vidéo sur les ETF? Et puis comme ça, en fonction des commentaires que j'aurai, je saurai quelle vidéo je dois travailler en priorité. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous faites partie des gens qui souhaitent investir sur le marché crypto, mais que vous avez peur d'y aller, que vous n'y êtes pas encore allé, que vous ne savez pas comment acheter vos premières cryptos, vous avez mon guide en description où je vous guide capture d'écran à l'appui, écran par écran, pour vous montrer comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien que vous avez en description de la vidéo. J'espère vous retrouver en tout cas moi sur une prochaine vidéo pour vous apprendre vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine.